Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sugar Free. C'est Areski Sugar qui vous parle dans sa quête infinie pour devenir free. Désolé pour ceux qui me regardent sur YouTube, là, qui regardent cette intro sur YouTube. Désolé de ma coiffure et de comment je suis habillé, puisque là je m'apprête juste à aller faire du sport, d'accord ? Donc si je ne remplis pas le standing de YouTube, veuillez m'en excuser. C'est important d'aller faire du sport quand on sent poindre le nez du diabète et des infarctus. Voilà. Parce que moi je fonctionne que comme ça, je fonctionne que avec la peur de la mort, sinon je fais pas des choses à l'avance. En attendant la mort et ma séance de sport, je vous laisse avec Quentin Dem et Kevin Sagné, qui sont respectivement alors l'organisateur et un des orateurs du procès TikTok. C'est une pièce d'éloquence qui aura lieu le 21 mars au théâtre Mogador. Alors pour ceux qui ne sont pas habitués, en fait là, ce sera comme une sorte de procès dans un tribunal populaire où des gens vont parler à la défense ou au contraire à la charge de TikTok. Donc c'est intéressant. Et d'ailleurs, j'avoue que dans cet épisode, c'est bête, mais on a commencé plutôt à parler du milieu de l'éloquence et du théâtre et de la culture en général, de la culture oratoire. Et au final, on a parlé également des médias et de TikTok. On a un petit peu pré-commencé le procès de TikTok. L'épisode a peut-être déjà été vu par certaines personnes, puisque nous étions en direct sur Twitch. Et je pense qu'à partir de maintenant, tous les épisodes de mon podcast Sugar Free seront sur mon Twitch. N'hésitez pas à vous abonner. Alors, je ne peux pas faire de programme à l'avance parce que ça dépend de la disponibilité des invités. Mais je le signalerai et sur mon site au niveau des dates, mais aussi sur mes réseaux sociaux à chaque fois que je compte faire un enregistrement en live, parce que je peux lire vos commentaires s'ils sont pertinents, bien entendu, et si ils nourrissent la discussion et le débat avec mes invités. Et voilà, donc n'hésitez pas à checker ça, comme ça vous aurez quasiment tous les épisodes en avant-première. Également, une fois n'est pas coutume, un code promo à vous donner, voilà. Donc prenez vos places pour le 21 mars, le procès TikTok. Malheureusement, je ne serai pas un des orateurs parce que je serai en vacances au Maroc. Mais j'ai failli être au procès TikTok. Tout comme j'ai déjà été dans ces pièces d'éloquence, notamment avec Kevin Sagné. Donc vous verrez que peut-être on a 2-3 références au fait qu'on ait déjà fait ces choses-là, notamment avec Elliot Nouaille, qui est une autre personne de l'éloquence qui organise pas mal qui est le co-organisateur d'ailleurs du procès TikTok. Le code promo donc pour avoir 20% de réduction sur les places de catégorie 2 et 3 pour le procès TikTok, c'est ORA20, ORA20. Donc n'hésitez pas à l'utiliser pour avoir des réductions pour ce qui va être, je pense, une bonne soirée de fun et d'intelligence le 21 mars au théâtre Mogador. Je le dis parce que j'ai coaché également quelques TikTokers, parce qu'il va y avoir également dans cette soirée des TikTokers qui vont faire des happenings et des mini-sketchs ou du stand-up sur scène. Et notamment Log5 et Diego R2. Putain, j'espère que je chie pas vos noms, désolé les gars. D'ailleurs, voilà, allez suivre un petit peu tout le monde sur leurs réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. Et moi, comme d'habitude, tous les jeudis soirs à 21h30 à la Petite Loge pour venir me voir faire du stand-up. Je crois que je vous ai tout dit. Si vous voulez aider le podcast, n'hésitez pas à le noter sur votre appli de podcast, voilà, que ce soit Podcast Addict ou Apple Podcast. Et bisous à tous, et je vous dis à très vite. Salle où t'es organisé un truc avant le Mogador, ouais. C'était moitié moins. Moitié moins ouais. Quand même, c'est pas négligeable. Donc 800 personnes. Mec, c'est pas compté. Tu parles de salle pleine ou salle vide au départ sur la jauge de départ. Ah, oui. Non, parce que je trouve que c'est quand même assez audacieux de se dire ok, allez,
on est prêt pour remplir le Mogador pour un événement un peu nouveau, quoi. Parce que le TikToker, tu sais pas si ça ramène des gens. Complètement. Ouais. Alors, on se dit, effectivement, quand on part, et c'est ce qu'on s'était dit avec Elliot, ça part sur un coup de fil. On se regarde pas du coup puisqu'on est en coup de fil, mais on se check et maintenant, on se dit. La technologie le permet. Hein. Oui, c'est vrai. J'ai pas ça encore. Mais non, mais on se dit, ouais, banco, on y va. Ouais. Puis en fait, c'est quand t'es dans un truc comme ça, tu ne te rends compte que si t'es à côté, que c'est absolument fou de le faire. Quand t'es dedans, ça paraît finalement normal. Puis, oui, ok, bon, faut passer par ça. Souvent, exactement. Tu te dis, oui. Tu te dis, ok, il y a tant d'étapes, tu vois très bien les étapes, tu sais par quoi, tu as des checkpoints, etc. Puis à un moment donné où tu t'arrêtes, tu vois, et tu dis, on est vraiment en train de faire ça. Là. Mais c'est impressionnant. Enfin, moi, c'est la première fois que je joue dans un événement aussi produit, en fait. Ah bon, mais il m'a semblé que tu avais fait un grand Rex pour un truc d'éloquence aussi. L'année dernière, j'ai joué au procès fictif de la télé-réalité. Oui. Qui était aussi un grand événement. Il y avait 2600 ou 2800 personnes. Donc c'était complet, ça s'est rempli très vite. La différence, moi, que j'y vois, c'est sur la production, dans le sens où au procès de la télé-réalité, il y avait uniquement, on va dire, un pupitre sur la scène. Alors que là, il y a les orateurs qui vont parler, mais il y a aussi des TikTokers qui sont effectivement la caution application pour justifier tout ça, mais aussi un orchestre et une chanteuse. Donc c'est vraiment une organisation supérieure. Ouais, ok. Mais c'est vrai que on s'habitue pas aux grandes salles. Enfin moi pour le moment pas du tout. C'est-à-dire que quand j'étais arrivé au Grand Rex, je me souviens, t'arrives, la salle est vide et après tu pars dans les loges qui sont en fait sous le public et tu deviens complètement sourd à l'extérieur. Oui. Et c'est après quand on t'appelle pour que tu montes que là tu te rends compte qu'entre temps il y a 2800 personnes qui sont rentrées dans une salle. Et à Mogador pareil, on a fait des répètes. Ils nous ont organisé une visite. Et c'est pareil, c'est très impressionnant. Et c'est vrai que quand on voit la scène, qui est très profonde d'ailleurs, on s'imagine déjà l'orchestre s'installer, les avocats, les témoins défiler. Enfin, c'est super, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai. J'étais venu d'ailleurs au procès de la télé-réalité dans le public cette fois-ci. Mais juste pour info, c'était organisé par qui pour le coup le procès de la télé-réalité? Est-ce que tu te souviens? C'était organisé par Tom Michel et Juliette Ray, ouais. qui sont un duo top sur l'organisation d'événements comme ça. D'accord. Eux, ils prennent vraiment une éloquence qu'ils appellent divertissante. Ok. Donc ils créent des événements comme ça avec des thèmes sympas. Ils ont fait Parlons d'amour récemment. Donc toi, Quentin, par exemple, tu les connais parce qu'ils font partie du monde de l'éloquence en fait. Donc là, c'était pas organisé par exemple, tu vois, une chaîne télé ou quelque chose comme ça. Non, c'est en partenariat avec des gens de la télé-réalité. Ok. Je me tiendrai là à ce niveau de détail. Je peux absolument pas aller plus loin. Mais bon, on m'a invité, j'étais content. Ouais, non, c'est un petit monde finalement quand on se côtoie. Kevin, je l'avais déjà vu plusieurs fois. Ouais. Moi, c'est vrai que je suis rentré dans ce bain-là il n'y a pas si longtemps finalement, puisque je suis de Nantes, de l'Ouest au départ, et ce monde de l'éloquence-là, il n'a pas cette ampleur que ça a à Paris. Oui. Donc en venant à la Sorbonne, avec cette culture de l'oralité, des concours d'éloquence, j'ai été plongé dedans. Et puis avec Elliot, qui était absolument fan déjà au départ et que je connaissais depuis des années, qui m'a mis aussi le pied à l'étrier là-dessus. Et donc après, une fois que tu commences à faire plusieurs événements, tu commences à retrouver les mêmes, parce qu'en général, ceux qui sont bons, ils ne sont pas non plus une centaine. Et donc tu les retrouves, tu les recroises, et c'est ceux qui organisent des événements après. Ça c'est marrant, tu vois, comme l'offre de location de théâtre possible peut générer juste plus de créativité dans la culture de la ville, parce que moi je vois qu'à Toulouse, je pense que ça aurait généré beaucoup d'intérêt, de l'éloquence, etc. Il y a assez d'avocats pour de genre. Non mais c'est vrai qu'en général, tu sais, quand on dit éloquence, c'est beaucoup les gens du droit qui savent parler, c'est voilà, ça que tu veux dire, qui ont une certaine qualité de prose, mais ou en tout cas droit adjacent, tu vois. Et je pense qu'il y aurait vraiment ça pour le coup, parce que j'ai l'impression d'avoir rencontré pas mal de gens qui, par exemple, pouvaient venir
à quelques soirées d'humour, de stand-up, etc., mais qui auraient pu être vraiment intéressés par ça. Mais, tu vois, le nombre de théâtres ou de lieux où tu peux jouer est assez limité, et au final, tu vois, tout est déjà booké vraiment bien à l'avance, et tu peux pas, tant que tu crées pas toi-même un nouvel endroit, tu vas pas pouvoir justement donner envie à quelqu'un de dire tu sais quoi, si tu as une nouvelle forme de spectacle à nous offrir, viens. Et ça a beaucoup changé, parce que moi ça fait quand même ça fait au moins 8 ans que je fais ce type d'événement. Alors c'était sous forme de concours quand j'ai commencé, mais je trouve que, alors tu trouves que c'est peut-être pas encore assez évolué, mais ça l'était encore moins il y a quelques années, où c'était uniquement réservé aux étudiants. C'est-à-dire que c'était des initiatives. Moi, je viens de Bordeaux, par exemple, et après, je suis passé par Poitiers. Et en fait, tu voyais que c'était des initiatives très réduites à l'échelle d'une fac. Donc, tu as des concours, notamment le concours Lysias, qui a des relais locaux. Et en fait, c'est comme un championnat. Si tu gagnes dans ta fac, pour résumer, tu montes à Paris. Au régional et au national. Et voilà. Et tu fais le concours national. Et en fait, à l'époque, c'était très limité. Et moi, je fais partie, je pense, de cette génération qui a vu le boom de l'éloquence se faire. C'est-à-dire que moi, j'en faisais avant que ce soit à la mode. Et après, j'ai vu vraiment se développer une sorte de libération de la parole. En général, on ne parle pas pour ça. Mais pour moi, c'est vraiment ça. Où à un moment, et ça va avec ses dérives d'ailleurs, tout le monde a cru qu'il pouvait parler, qu'il pouvait s'exprimer et que ça allait être bien. Et ça, ce boom-là, moi, je l'ai vu il y a plutôt 5-6 ans, avec des étudiants qui systématiquement allaient participer à ces concours. Et évidemment, en fait, la masse fait que selon d'où tu viens, tu vas pouvoir monter, etc. Mais pas avec le talent d'un autre. Et donc avec une écriture un peu moins fine. Enfin voilà, moi je suis assez critique sur cette période-là, parce que j'ai vraiment vu... Alors l'avantage, c'est que les gens s'expriment, mais je trouvais que parfois on perdait un peu la pureté Enfin la pureté. On perdait un peu la technique. Mais est-ce que ça s'écrème pas de toute manière? Tu vois ce que je veux dire, dans le sens où il peut y avoir un boom, c'est-à-dire beaucoup d'inscriptions, mais quelque part ça revient à l'organisateur de dire ok, on va faire des qualifs d'abord peut-être. Là typiquement pour le procès TikTok, il y a eu 2 phases de casting. Donc ça effectivement c'est une façon de filtrer. Tu vois. Mais ça c'est plus Quentin qui peut en parler. Non, c'est vrai. Et... Alors moi j'ai moins de recul parce que ça faisait moins longtemps que j'étais dans ce monde-là, mais je l'ai vu aussi évoluer, notamment sur les castings qu'on a fait, avec ses dérives. Les points positifs et les dérives, c'est que ça s'est professionnalisé, entre guillemets. C'est-à-dire que maintenant, il y a une grille d'évaluation de l'orateur. On a vu ça parmi certains concours. Il y a une grille d'évaluation sur des choses qui sont demandées. Et en fait, du coup, tu te retrouves à avoir des orateurs qui suivent la grille d'évaluation. Donc, ça formate le discours Exactement. aussi. Mais du coup, vous, par exemple, tu vois, dans les 2 process d'audition que vous avez organisé, est-ce que vous avez un petit peu copié justement la grille des orateurs et puis fait votre propre sauce à partir de ça, ou vous vous êtes dit non, en fait on a un spectacle on veut que ce soit comme ça, comme disait Kevin, c'est vrai que c'est assez produit dans le sens où tu vois, on va pas dévoiler des choses, mais il y a des happenings, il y a des choses comme ça, donc si tu veux c'est plus que simplement des gens derrière un pupitre qui vont parler. Donc est-ce que vous vous êtes dit ok, étant donné qu'on veut cette finalité, qu'est-ce qu'on veut de la team des Avengers? Oui, complètement. En fait, on l'a envisagé comme on appelle ça une pièce d'éloquence. C'est-à-dire que c'est un mi-chemin entre la pièce de théâtre et l'éloquence. Du coup, on avait le cheminement intellectuel. On s'est dit, ok, on veut partir par là, puis avancer ici, aller jusqu'à un point. Donc, le premier élément qu'on recherchait, c'était aussi la réflexion intellectuelle, comment on allait être nourri intellectuellement et comment on allait vraiment débattre. Parce que aujourd'hui, l'application qu'on est en train d'accuser ou de défendre, TikTok, elle a des détracteurs forts, donc il fallait des gens à la défense suffisamment puissants pour que vraiment ça puisse faire basculer le public, et à la fois ceux qui accusent que ces arguments-là soient aussi pertinents et qu'on ne s'arrête pas à TikTok c'est nul. Oui, bien sûr. Et donc on avait... Ce qui est un argument en soi. Voilà, après chacun... L'argument le plus feignasse. Mec basique. Ouais, c'est ça.
C'est nul, excellent. Excellent point quand même de... Pas con ce qu'il dit. Mais donc voilà, donc on avait quelque chose et puis après non, on n'avait pas trop de gris, c'était beaucoup au feeling aussi, on se disait mais est-ce qu'on voyait cet orateur là sur scène à ce moment-là entre un mec qui aura un t-shirt sur la tête et qui fait son sketch et un autre qui et l'orchestre. Donc c'était vraiment cette dimension show aussi qui devait être là et donc sur laquelle on a fait attention. Ouais. Et toi, tu en as beaucoup vu justement des spectacles d'éloquence avec peut-être trop cette grille, ou est-ce que ça t'a gêné justement parler d'avoir un discours un peu formaté? Est-ce que tu te dis ça laisse pas cette place à, je sais pas, un peu de plus de folie dans le tout, ou au final ça te va? Tu vois, parce que je me dis... Bah, déjà, dans les auditions qu'on a faites, il y a quand même une bonne partie des orateurs qu'on a pu voir qui étaient, à mon sens, trop dans ce formatage-là. C'est-à-dire qu'ils étaient très bons là où ils étaient, mais il y avait quand même un plafond de verre un peu. On se disait, mais c'est dommage, lâche les chevaux un peu. Et on sentait que c'était très cadré, ils savaient par où passer, ils nous attrapaient, mais ils nous transportaient pas. Et sur les concours d'éloquence... je dirais qu'il y a aussi ce côté écrémage. Donc, selon le concours qu'il y en a qui sont très très bons et qui arrivent à sortir un peu des lignes et à faire des choses sympas quand même. Ok. Ouais. Mais tu vois, c'est un peu c'est toujours difficile d'aller à l'encontre des codes. Alors, spécialement, en fait, j'ai l'impression spécialement quand c'est naissant. Parce que tu vois, j'ai vraiment envie de mettre le parallèle forcément au stand-up, parce que même si on se dit que peut-être que les pièces d'éloquence sont un peu plus récentes, en fait pas tant que ça, dans le sens où médiatiquement le stand-up et pour le public français, le stand-up, on croit savoir qu'il faut s'attendre à certaines choses, et donc c'est ça aussi les codes, c'est ce que le public croit être les codes, ce que les orateurs pensent être les codes, ce que les organisateurs pour les orateurs pensent être les codes, et au final savoir où est ta limite. C'est parce que il y a des limites forcément, en fait, parce que tu te dis sinon tu vois, enfin tu viens, enfin à quel moment un match de tennis à ce moment-là c'est une pièce d'éloquence, tu vois. C'est tout pour les vannes. Mais c'est toujours pareil, c'est toujours la question de savoir si tu fais quelque chose qui va plaire au public ou quelque chose qui va te plaire, et en essayant d'avoir ces petits soupçons d'inattendu et de te dire ça peut matcher en fait. Et la télé en est le parfait exemple. À partir du moment où tu vois une succession de programmes entrecoupés de publicité et que tu comprends que la recette principale c'est la publicité, tu te dis mais alors comment sont construits les programmes? Est-ce que vraiment Plus belle la vie a envie de faire du contenu de qualité? Ou c'est juste là pour que tu puisses et moi ça me gêne quand je regarde la télé, parfois je me sens piégé, tu vois. Je me dis merde, putain, j'ai bien aimé ce truc, mais pourquoi, tu vois? Et ça rend un peu fou, et sur et ça rejoint la question des codes, notamment sur le stand-up. Moi j'en fais pas, mais je suis beaucoup ce qui se fait, et tu vois un peu des patterns en fait dans les jeux, et effectivement sur les plus jeunes, enfin on va dire ceux qui débutent, tu vois des schémas clairement de construction qui peuvent être efficaces en fait, parce que ça dépend ce que tu mets dedans aussi. Mais toi, tu as dû le voir aussi, ce truc d'expansion de. Mais c'est à quel point, effectivement. Moi, la limite va plus être sur à quel point tu dénatures l'intention. Première, mais de l'artiste. Pas tant on va dire, d'un producteur ou d'un diffuseur, mais de l'artiste. Dans le sens où, tu vois, tu parlais de Plus belle la vie. Moi, pour un stand-upper, c'est ok, là, tu as été efficace. Mais est-ce que c'était vraiment ce que tu voulais nous dire ? Ou est-ce que tu as juste utilisé une petite recette de cuisine que tu as vue avant, mais qui n'est même pas toi, par exemple, tu vois. Et c'est très méta, par contre, ce que tu dis, parce que c'est aussi TikTok. Tu vois, comment happer des gens. Pourquoi les happer? Parce que, du coup, tu gagnes de l'argent parce que les gens vont rester sur ton appli, etc. Et puis, la question que je me pose des fois, c'est à quel moment les codes sont la conséquence de ce qui marche, donc faut les faire, ou est-ce que finalement c'est parce que tu fais les codes que ça ne marche pas, parce que c'est trop formaté. Et des fois il y en a qui suivent classiquement les codes, et c'est hyper puissant et ça marche très bien. Mais pour parler spécifiquement de TikTok que j'ai découvert en préparant le procès, c'est que par exemple les trends, les tendances, typiquement ceux qui vont s'amuser à faire la danse pour la 50e fois parce que 49 autres personnes l'ont fait avant, quelle est leur démarche en fait? Est-ce que
ils se disent tiens, j'ai envie de m'amuser comme celui qui l'a faite, ou est-ce que j'ai envie de la faire pour appartenir en fait à une communauté et que je suis en réalité les codes et qu'on me dise regardez, je vaux autant que les autres. Et ça, c'est un peu le mécanisme des suiveurs. Donc pour moi, le vrai héros, c'est celui qui crée la tendance. Ouais, bien sûr, parce que la tendance, il faut prendre des risques. Et sur TikTok, on n'est pas en prise de risque continue. Alors, en tout cas, sur la plupart des gens, non. Puisque moi, je généralise tout ce que je dis. Il n'y a aucune nuance. Oui. Donc, mais c'est-à-dire que... Non, mais t'as raison. C'est-à-dire que pour une personne qui crée une tendance, bah oui, effectivement, le plat principal de TikTok, c'est que suivre le tout. Après, tu vois, tu peux aussi créer dans cette espèce de copie, dans le sens où, en fait, c'est marrant parce que c'est un jeu des codes aussi, TikTok. C'est-à-dire que regardez, j'ai fait une forme de blague avec ce son derrière, ok ? Tout le monde, la plupart des gens ne vont faire que copier. En fait, c'est-à-dire vraiment presque ne rien rajouter, voire même enlever, parce qu'ils n'ont pas compris où était la chose la plus drôle au final dans ça. Et il y a une personne qui va comprendre les codes et va pouvoir rajouter un truc qui est encore plus drôle. Et là, je fais genre, ok. Et d'ailleurs, c'est un truc très... c'est un truc très chinois dans le vol de la propriété intellectuelle. Parce que c'est comme ça qu'ils font, en fait. Vraiment, sincèrement, sérieusement. Et c'est pas la première fois qu'ils ont littéralement copié des choses qui peuvent être brevetées, etc. Mais en même temps, c'est-à-dire que moi, j'ai tendance, tu sais, à prendre cette espèce de recul, spécialement juste pour la technologie en l'occurrence, de recul de l'être humain. Moi, je veux que l'être humain soit le plus avancé possible en termes de science. Du coup, je me dis, en fait, c'est exactement ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que dès qu'on découvre... En fait, tu veux dire, exactement. Dès qu'on découvre quelque chose, c'est en licence libre pour tout le monde et tout le monde peut rajouter de la science dessus. Et ça, c'est des vrais courants. Moi, dans la vie, dans la vraie vie, je suis avocat et tu as vraiment des mouvements, notamment un mouvement qui s'appelle le copyleft, donc par opposition au copyright. Et alors, j'ai pas les détails de ce mouvement, mais l'idée quand même, elle est de nier le droit de propriété et de dire que chaque création devient commune. Mais le logiciel libre, c'est un peu aussi cette idée-là, même si tu as des codes à respecter, t'as toute une charte en fait. Oui, et puis il y a différents types de licences libres, etc. Mais ce qui est amusant, c'est de voir que c'est même politique en fait. Quand tu vois des associations comme la Quadrature du Net, qui font des actions incroyables pour le respect des droits des internautes. Mais tout ça, ça participe d'une contestation de la propriété et donc de cette capacité, pour rejoindre ce que tu dis, à créer par couches successives sans trop s'embêter et en se disant, tant que l'évolution évolue, c'est bon pour moi, quoi. C'est le principe de la recherche de manière générale, c'est-à-dire que quand tu fais de la recherche, alors moi je suis économiste de base, quand tu fais de la recherche en économie, tu redémarres pas à zéro, et heureusement en fait, finalement, c'est que tu redémarres avec tout ce qui a été fait. Il y a une phrase comme ça célèbre qui dit la sagesse de l'homme, c'est sa sagesse actuelle plus celle des 100 siècles qui l'ont précédé. Et c'est exactement ça. Et quand je vois sur TikTok, tu as soit une musique, soit ça me fait penser à la trend, je sais pas si vous l'avez vu, la thème à la taille du rat, c'est des trends très spécifiques. En fait, tu te dis, mais c'est génial parce que le mec prend cette trend-là. C'est-à-dire que c'est le même fonctionnement. Tu as un filtre, tu as une musique derrière, mais amené dans une situation, dans une autre, ça prend une toute autre signification et c'est beaucoup plus drôle. Et ça, c'est très... Et pour moi, c'est de la créativité aussi. Même si tu repars de quelque chose qui existe, c'est comment tu prends ça et tu le mets ailleurs. Tu fais l'absurde. C'est compresser ce qui se passe justement durant des siècles, mais en littéralement une journée. Puisque tu suis et tu copies les choses, etc. Mais tu sais, c'est drôle qu'au final, le seul truc qui puisse générer une idéologie politique, c'est se poser la question de trucs de créativité au final aujourd'hui. Et ce qui est marrant, c'est que tu faisais un lien avec l'expérience passée. Moi, ce que j'ai trouvé fascinant en découvrant TikTok, c'est que tu avais des jeunes générations qui se réappropriaient ce on considérait comme des classiques, tu vois. Quand tu vois une gamine de 18 ans qui fait du playback sur les Trois Frères, tu te dis, alors attends, qu'est-ce qui se passe? J'ai trébuché, je suis tombé dans une faille temporelle et il s'éclate, tu vois. La Cité de la Peur, c'est pareil.
Et c'est ce que je dirais dans mon discours. Attention, c'est rien d'exceptionnel. Mais en fait, certains considèrent que les TikTokers n'ont rien inventé. Mais c'est vrai, en fait, ils ont tout réinventé. Et c'est un peu l'idée. Ouais. C'est qu'ils s'approprient les codes. Et tu prends l'exemple de cette trend t'es mal à taille du rack, qui a l'air exceptionnelle. mais c'est ça, tu vois, quand t'as une gamine, je sais pas pourquoi je dis gamin, gamine, bref, qui reprend ces codes-là. T'es un boomer, c'est pour ça. Je suis un boomer, c'est clair, faut que j'arrête. Non, mais tu vois, je pourrais te dire aussi, voilà, les inconnus, en fait, ils ont tout pompé, des Marx Brothers, etc. Ouais. Tu vois, on en est là, en fait. C'est clair. Et je vois... Et après, c'est ça aussi, peut-être, tu sais qu'il y a une mini déconnexion avec le fait que pour nous, les inconnus, les trois frères, c'est la base de notre culture. Et pour d'autres personnes, c'est de l'archéologie en fait. Ouais. Et du coup, nous voir quelque chose d'évident être, déterré juste pour être copié. Tu sais, il y a peut-être un peu ce truc de on est lésé, tu sais, mais comment tu ne connais pas ça déjà de base? Mais alors qu'en fait, non, t'es né 20 ans après, donc non, tu peux pas connaître. Mais la question que je me pose, j'ai pas encore réussi à trancher, donc vous allez peut-être pouvoir m'aider, mais sans faire le vieux réac boomer, mais j'arrive pas à me dire, est-ce qu'effectivement la créativité, quand tu reprends les sketchs des inconnus, où tu as tout un travail sur le texte, sur la façon de représentation scénique, etc., et qu'ensuite, quelques années plus tard, tu reprends juste du playback dessus, est-ce que tu réinventes, mais ton niveau de créativité, est-ce qu'il est aussi important que celui qui a créé ce sketch-là? Et je me dis, est-ce que finalement la créativité, le risque, c'est pas qu'on soit de moins en moins créatif en reprenant? C'est intéressant. Voilà, le problème, c'est que regarde ce qui se passe sur TikTok, le fait de copier les trois frères. Regardez ça, c'est très bien. Pour moi, ça, c'est l'équivalent de tes premiers cours de théâtre avant. Le problème, c'est qu'on monétisait pas des cours de théâtre avant. C'est-à-dire qu'en fait, si je te dis, voilà, aujourd'hui, on va rejouer la scène de Reservoir Dogs, et tu vas, au début, copier exactement ce qui se passe dans le film, puis ensuite, peut-être, tu vas rajouter un petit quelque chose, puis le metteur en scène va te dire, ah bah tiens, change ça, ça nous fera changer la perception de cette scène, etc. Et ça t'aura permis d'emmagasiner en fait juste des connaissances sur comment on joue et comment on traduit quelque chose pour le public, ce qui va te permettre ensuite d'écrire ton propre truc après. Le problème, c'est que si maintenant le pic de la monétisation de ton art, c'est juste ton cours d'impro, effectivement, peut-être que ça va gêner la créativité. Ou peut-être, et là c'est bon, mais je sais pas, hein, j'y crois que moyennement que peut-être que voilà, dans 10 ans, tous ces TikTokers qui auront juste copié des trucs vont inventer des nouvelles choses parce qu'ils auront compris comment mettre en scène, etc. Mais je sais pas en fait. C'est un sujet, je pense, qui est commun à toute une période passée, et c'est la question de savoir est-ce qu'il faut maîtriser la théorie pour pouvoir se lancer et créer. Et t'as beaucoup, j'ai l'impression, cet enjeu dans l'écriture où quelqu'un va vouloir écrire un film, il va se dire moi j'ai pas besoin de me farcir les 3 ou 4 livres références d'écriture de scénario parce que j'ai l'histoire dans ma tête, moi je suis original, j'ai vu 150 films donc je sais, et en fait tu te rends compte que l'assise théorique ou alors d'expérience de choses qui ont marché, pour rejoindre ce que tu dis, elle est nécessaire. Dans la musique, c'est pareil. Tu te mets devant un piano, si tu sais pas le solfège, tu vas pas aller très loin. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'à part avoir des Mozart, ça marche pas. Même eux, ils ont dû se développer. Mais du coup, c'est ça le truc, c'est est-ce que, en fait, je crois qu'il y a moins de consommation d'art de manière générale. C'est-à-dire que, tu vois, pour combien qui ont copié les trois frères, ont vu vraiment les trois frères. Ouais, c'est une bonne question ça. Et du coup, moi, c'est ça le truc. C'est-à-dire que je réalise... Moi, par exemple, j'adore le cinéma. Mais je regarde des films depuis que j'ai 6 ans. Et si tu veux, oui, j'ai peut-être pas eu beaucoup de cours théoriques. Cela dit, il y a des choses théoriques que j'ai pu lire, mais qui m'ont intéressé parce que j'ai engrangé beaucoup de films.
Du coup, il y a un intérêt pour la théorie qui se crée parce que toi-même, tu consommes beaucoup de choses. Ce qui ne veut pas dire que quelqu'un ne peut pas venir, encore une fois, sans, etc. Mais pour moi, ce sera toujours une fraction petite, quoi. Tu vois, parce que... Et c'est ça, moi, mon gros problème de pas mal de choses, c'est que très souvent, tout ça, on prend comme exemple quelqu'un qui va dire « Ouais, mais tu vois, ce gars, c'est un rappeur trop bien, mais tu vois, il n'a pas tant étudié de choses, etc. » Mais après, tu sais pas, hein, le gars, il a peut-être écouté tout le monde avant d'arriver. Genre, tu vois, typiquement, bon, après, on repart très à l'ancienne, mais... Tu peux être dans des endroits défavorisés, mais quand même, toi, avoir accès à ou voir des choses qui te donnent envie de voir d'autres choses, etc. Et au final, c'était la consommation de beaucoup d'art qui t'a permis d'avoir des compétences. Ouais. Ça dépend de l'histoire que tu as envie d'écrire, en fait, ou enfin de raconter, en l'occurrence. Oui. Mais c'est un vrai enjeu, mais... Et je pense que c'est nécessaire quand même et pour les gens qui utilisent TikTok aussi, de comprendre qu'il y a une vraie valeur travail en fait derrière la création. C'est exactement ce que j'allais dire. Moi je suis assez attaché à la valeur travail. C'est-à-dire que je reste convaincu, pour reprendre l'exemple de la musique de Kevin, donc moi je suis musicien de départ, mais j'avais pas fait de solfège. C'est-à-dire que j'avais appris par moi-même. Aujourd'hui, avec Internet, tu peux de plus en plus essayer de te débrouiller. Donc je vois par exemple quand j'ai fait du piano, j'ai appris tout sur il y a un site qui s'appelle Synthesia. En gros, tu as des vidéos YouTube où tu vois vraiment le piano avec les touches qui s'allument. Exactement. Exactement. C'est comme ça que je l'ai fait. Mais en fait, tu te rends compte que tu arrives à un certain niveau, très bien, tu peux avoir un bon niveau, mais tu ne seras jamais excellent. Tu ne seras jamais excellent tant que tu n'as pas fait du solfège, parce que dès que tu auras quelqu'un d'autre dans la pièce, tu es incapable de pouvoir t'accorder avec lui. Et en fait, c'est pareil ou pas ? Sur la composition, j'ai composé des choses, mais je suis convaincu que si j'avais cette partie aussi théorique, ça serait 1000 fois mieux. Parce que du coup, quand tu composes sans la théorie, tu vois, tu y vas un peu à tâtons, tu testes des choses, tu dis ça sonne bien, mais qu'au bout de quelques temps, alors que tu sais qu'il y a plein d'artistes qui étaient complètement sourds et qui ont fait des choses absolument formidables, c'est de la théorie, c'est grâce à la théorie. Et je pense que c'est pareil quand on voit les créateurs, ceux qui vont monter sur scène le 21 mars, il y en a, tu vois la différence effectivement entre ceux qui ont tout ce travail derrière, même si la vidéo finale elle fait toujours 15 secondes et ça te paraît toujours aussi simple que celui d'avant ou celui d'après, mais tu le vois que dans la durée finalement, et ce que je leur dis à chaque fois, je dis vous verrez, péter c'est entre guillemets facile, durer c'est ce qu'il y a de plus dur. C'est ce qu'il y a de plus dur. Surtout sur un algorithme TikTok qui arrive à faire buzzer des vidéos de manière exponentielle. C'est après le fait d'engranger des abonnés, d'avoir du monde qui te suit régulièrement. Et ça, c'est le travail qui donne ça. Et on le voit, ceux qui ont le plus de réussite. De créer une œuvre, quoi, quelque part. Ça peut. Mais ça dépend de ton expérience personnelle, parce que quand tu prends les profils des TikTokers qui sont là, ils ont, je sais pas, je dirais une moyenne d'âge de 20 ans, à peu près. La plus jeune, je crois, elle a 16 ans. Le plus âgé doit avoir 24 ou quelque chose comme ça. En fait, nous, là, on parle, on est à l'aise, etc. On a eu la chance de pouvoir faire des études, d'arriver à un métier qui à un moment où toujours nous plaît. Et donc, on est passé par des années d'études sur un sujet qui n'a rien à voir avec la création, concernant à l'initiale tous les trois. Mais on sait ce que c'est de travailler pour parvenir à quelque chose. Alors que quand tu as 16 ans, enfin moi personnellement à 16 ans, même à 18... C'était très abstrait pour moi. Fallait que je fasse mes devoirs, mais c'est tout. Non, mais tu sais, je veux dire, non seulement c'est abstrait, mais on baigne, je crois, spécialement... on va encore une fois revenir sur la culture occidentale versus peut-être d'ailleurs culture asiatique et chinoise en particulier. Mais on baigne beaucoup dans la culture occidentale sur le syndrome de Mozart. D'un truc de tu as été touché par la grâce de Dieu, et si tu es un excellent musicien, si tu es un excellent comique, si tu es un excellent créateur de ce que tu veux, c'est que tu l'avais en toi et que tu sais, ça c'est presque sorti de ton corps, et la lumière a fait que tout le monde a dit non, ce gars-là il faut pas l'envoyer en prépa, il faut poser votre plume. Voilà, exactement. Et il faut immédiatement qu'on lui mette une caméra là dans la main, tu vois, un truc comme ça. Moi, j'y crois pas du tout. Et bien sûr, parce que alors c'est ça le truc, le problème du syndrome entre guillemets de Mozart, c'est que pour un Mozart, il y a 7000 autres musiciens que tu peux préférer d'ailleurs, qui eux par contre ont bossé tout le temps depuis le début, ont baigné peut-être déjà dans de la musique parce que leurs parents ont fait de la musique à côté, etc. Et du coup, effectivement, quand t'es jeune,
tu te dis ça, tu te dis la créativité, c'est comme tout, et puis surtout quand t'es jeune, tu te dis, petit 1, je suis immortel, je suis spécial, c'est moi Néo, tu vois. On va pas revenir là-dessus. Mais c'est vrai que le niveau de professionnalisation, il s'est tellement développé, mais c'est assez drôle parce que c'est un peu l'objectif du métier d'artiste, c'est-à-dire que quand tu l'observes, il te paraît simple. Tu dois pas voir le travail entre guillemets. Tu dois voir aucune ficelle. Alors qu'en réalité, tu as toujours des ficelles. Par exemple, Jen Kelly qui fait des claquettes dans Chantons sous la pluie. Bon, bah, excuse-moi, tu sors du ciné à cette époque-là, tu essaies de taper du pied, tu te dis c'est bon, je vais y arriver. Tu te rends compte que tu n'y arrives pas. J'ai un autre exemple en tête beaucoup plus actuel, c'est Inès Reg, qui a percé avec cette vidéo des paillettes dans ma vie, moulure au plafond, etc. Moi, ce qui m'avait vachement intéressé, c'est que elle avait raconté que cette vidéo avait été écrite. Et tu vois cette vidéo, quand tu ne la connais pas, tu te dis, bon, bah, ok, c'est drôle, c'est un instant de vie qu'elle a capturé, etc. Et ça change tout. C'est un peu comme quand tu découvres les coulisses de quelque chose. Tu rencontres quelqu'un de connu, tu vois, tu te dis, ah ok, donc il y a quelque chose derrière. Qui est du travail. C'est la fameuse phrase il faut 10 ans pour être connu du jour au lendemain. Oui, en fait, exactement. Tu te rends compte que le mec. J'ai réalisé. Là, c'est carton plein. C'est carton plein. Ça fait 2, mais. Fais gaffe à la prochaine. Non, mais c'est. Tu te dis, mais ce mec-là, ok, ça a pété, sa vidéo incroyable. Et puis après, quand tu creuses un peu, si t'aimes bien, tu te rends compte qu'il en a fait 1 milliard avant qui n'ont pas marché, mais c'est celle-là qui a marché. Et puis, du coup, pendant les milliards, il a affiné l'écriture. Regarde Camping 3, par exemple. Et ben, les 2 premiers, c'était des brouillons. Mais le 3, c'est fou, hein. Une malédiction du 3, je crois. Parce qu'il y a les bronzés 3 aussi qui sont un cas d'école. C'est vrai. Il y en a beaucoup. L'arme fatale, pas mal. L'arme fatale, pas mal. C'est dans le 3 où il y a la cuvette des toilettes qui. C'est dans le 2, je crois. Qui skyrock. C'est dans le 2, je crois. Ok. Non, mais Terminator 3, c'était de la merde, effectivement. Tu vois. OSS, ça. Là, il y a débat. Non, pas aussi bien que les 2 premiers, effectivement. Très. Des choses à dire sur Nicolas Bedos. C'est de nulle part. Oui, mais et du coup, peut-être que. Est-ce que. Tu vois, TikTok. C'est pour tes futurs arguments, ça aussi. Mais est-ce que TikTok ou tout le système des réseaux sociaux va pas continuer à aider le rêve impossible de, en fait, je n'ai pas besoin de travailler mon art pour être un artiste qui fonctionne. Enfin, qui fonctionne dans le sens qui a beaucoup de following, d'ailleurs, entre guillemets, parce que je crois que c'est ça aussi que ça veut dire. C'est-à-dire que qui aujourd'hui va se dire, nous y compris, enfin moi y compris, qui suis dans le stand-up, etc., qui se dit, en fait, moi ce que je fais, ça fonctionne trop bien, tant que t'as pas, je sais pas, 100 000 followers ou quoi que ce soit. Ce qui peut un peu les sauver, entre guillemets, c'est que y a une exigence d'avoir toujours plus de contenu. Donc en fait, mon chemin de pensée, c'est de dire que en réalité, percer et se maintenir avec une seule vidéo sur TikTok, ça serait quasi impossible. Parce qu'en fait, après, tu vas rentrer effectivement dans un mécanisme d'adhésion des followers, etc., qui vont être en attente d'autres contenus. Et moi, quand j'ai fait ma petite enquête sur TikTok, c'est le journaliste d'investigation de bidon, mais quand j'ai quand même téléchargé pour voir, etc., j'ai vu que les gens qui fonctionnaient s'obligeaient quand même à publier beaucoup de contenu, parfois plusieurs fois par jour. Et je me dis, bon, alors, soit ils cherchent constamment à ce que la vidéo fonctionne, soit ils essayent d'entretenir un lien. Et sur TikTok, j'ai l'impression que c'est plus ça. Donc parfois, tu arrives sur des comptes, tu as des milliards de vidéos, et tu te dis, mais en fait, c'est fou. Et ça les sauve dans le sens où il y a un travail. Alors, je ne dis pas qu'il y a un travail toujours dans tous les cas, mais il y a une démarche de se dire, bon, ben, je ne vais pas m'en tenir à une seule vidéo, je vais continuer à alimenter mon compte. Sur Insta, c'est un peu pareil, hein. Et moi, je vois ça aussi, que ça peut être une aliénation, c'est même une vassalisation vis-à-vis de l'app. Oui, bien sûr. Parce que du coup, tu peux pas te dire, vous savez quoi, là, je vais faire une vidéo, mais en un mois, elle va être vraiment géniale. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est que je pars de la même conséquence que toi, mais du coup, je ne fais pas la même conclusion. C'est-à-dire que
c'est justement parce qu'il y a tout le temps des vidéos à sortir que c'est plus difficile. C'est plus difficile d'avoir le travail de rédaction, c'est plus difficile d'avoir le travail de mise en scène parce qu'il faut sortir du contenu. Et donc, tu te retrouves. Et d'ailleurs, c'est ce que disent pas mal de créateurs, c'est que sur TikTok, ils ont beaucoup moins de travail à faire que sur Insta parce que c'est beaucoup plus brut. Il y en a qui se lèvent le matin, ils font une vidéo TikTok, mais ils le feraient pas sur Instagram. Instagram, c'est léché, tout doit être carré, etc. Ou alors sur YouTube, qui a encore un travail différent où tu as potentiellement beaucoup plus d'écriture, tu travailles ta vidéo, etc. Donc moi je pense que en termes de créativité et de développement des vidéos, si tu veux percer sur TikTok, l'algorithme fait qu'il te demande régulièrement des vidéos, tu peux pas partir longtemps, donc tu as moins de temps de travail. Moi c'est ce que je pense. Ouais. Mais moi je veux juste savoir effectivement ce que ça fait, ce que ça va faire à la société et à la nouvelle génération, etc. Parce que tu vois, c'était mieux avant. Moi, je crois que j'en ai marre des gens qui disent oui, mais on a toujours dit ça. Parce que là, il s'est passé des choses ces 50 dernières années qui n'ont jamais existé dans le règne humain. Et en fait, dire non, mais c'est bon, c'est des trucs de boomer de dire que c'était mieux avant. En fait, réfléchissons quand même 4 secondes parce que les réseaux sociaux, ça n'a jamais existé. La mondialisation, ça n'a jamais existé. Moi, je suis australien. Ce matin, je fais une vidéo et ça parle tout de suite à toute la France. Ça n'a jamais existé en fait. Donc, si tu veux, c'est très. Je trouve que c'est un argument très facile pour balayer un truc qu'on veut pas trop analyser ou effectivement se fixer des limites pour des choses. Mais moi, j'ai une peur qui est née à peu près ces 10 dernières années en regardant justement des films où je vois de moins en moins, par exemple, de mise en scène, moins en moins d'écriture dans les films, quoi. Et je me dis c'est dû, tu vois, à des choses un peu similaires. Mais du coup, tu crées aussi une future génération de gens qui sauront pas. Moins exigeante. Ouais, moins exigeante. Qui sauront pas comment. Et qui peut-être même ne voient. Moi, c'est ça le seuil critique que je veux vraiment pas atteindre. C'est qu'ils ne verraient même pas la différence. C'est-à-dire qu'à un certain moment, tu sais, quand t'as de la merde, des trucs bien, même une personne vraiment qui est pas éduquée en l'art dont on parle, elle peut dire. Là, quand même, je sens que c'est mieux, quoi. Il y a un truc que je sens à l'intérieur sans vraiment pouvoir analyser encore parce que tu n'as ni le vocabulaire ni l'envie parce que c'est pas ton taf, que tu t'en fous. Mais dès que je pense que tu arrives à juste un quart de trucs bien et les 3/4 de merde, tu sais même pas la différence entre Les Bronzés 3 et un film de Christopher Nolan. Tu sais pas, tu peux même pas te dire genre il y a eu du travail ou il y a eu plus de travail ici ou qu'ailleurs, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a deux choses. La première, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est dans le sens où est-ce qu'au final la création n'est pas adaptée au public? Est-ce qu'au final les producteurs, etc. se disent pas bon, ils ont aimé cette merde, on va leur faire la même sous un titre différent. Clairement. Et le deuxième que je trouve moi effarant et dont je suis la première victime, c'est le changement de la durée dans la consommation du contenu. C'est-à-dire que, j'invente rien quand je dis ça, mais c'est effarant à quel point, et à mon sens, c'est la faute d'applications comme TikTok, pour le coup, de te dire, bon, ben voilà, pendant 15 secondes, je vais retenir ton attention, tu vas en prendre plein les yeux, mais t'inquiète, après, tu passes à autre chose. Et après, on rentre tous là-dedans. Enfin, moi, le premier, une vidéo de YouTube de 10 minutes, ça m'arrive un peu, tu sais, d'avancer. Oui, bien sûr. Netflix, c'est pareil, t'as la fonctionnalité. De pas cliquer dessus parce que tu dis 10 minutes, je sais pas. Non, je sais pas. En fait, t'as que ça. Je sais pas si j'ai le temps. Oui, je sais pas si j'ai le temps. Alors, dans 30 minutes, t'as pas bougé. Voilà, tu vois, exactement. tu es sur autre chose. Je dis alors qu'en 10 minutes, je pourrais avoir regardé 3 vidéos Instagram et 4 photos et ce que tu veux, etc. Mais oui, c'est l'économie de l'attention, en fait. C'est exactement ça qui est posé par les réseaux sociaux. Je m'arrête là-dessus. Comme disait. Non, mais c'est ça en fait, c'est l'économie d'attention. C'est aujourd'hui, on doit de plus en plus t'attraper dès les premières secondes, sinon tu zappes, tu passes à autre chose. Moi, j'ai comme quelqu'un dans mon entourage sur les vidéos YouTube, il les regarde à x1,5.
pour aller plus vite. Ça existe. Oui, ça existe. C'est-à-dire, tu veux voir ta vidéo, mais tu la regardes en plus vite. Et donc, effectivement, tu as ces dérives. Mais du coup, de l'autre côté, pour répondre à ce que tu évoquais à Risque au début, c'est oui, il y a tout un tas de trucs qui sont, à mon sens, en tout cas, moins bien qu'avant. Effectivement, l'économie d'attention, on n'arrive plus à être concentré. Même, je crois que le temps de réflexion des gens, enfin, de concentration des gens, il diminue drastiquement. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, être professeur, ça doit être tellement difficile au lycée, au collège par rapport à avant. Imagine à quel point on se disait déjà qu'être prof, quand nous on était élèves, c'est je vous ai perdu. C'était difficile. La conversation a duré beaucoup trop longtemps. Désolé, j'étais ailleurs. D'ailleurs, tu étais en train de regarder du TikTok. Ouais. Non, mais j'aime bien parce que là on fait j'aime bien, on fait le procès TikTok. Mais tu vois, ce que tu disais sur est-ce que c'est parce que le public veut, parce qu'effectivement ce sont des choses plus faciles. Plus, j'allais dire, du cerveau reptilien. Donc, c'est ce qu'on veut. J'allais le faire, bon, malheureusement, ou heureusement pour moi, je serai finalement au Maroc pendant que vous ferez le procès TikTok. Mais c'est vrai que si j'étais passé, tu sais, parce qu'il y avait le démocratie et TikTok, et c'est vrai que un spoil d'un univers parallèle où j'aurais fait le procès TikTok, mais j'aurais terminé en fait sur cette petite vanne qui serait de dire, mais en fait, tu vois, TikTok n'est pas un danger pour la démocratie, c'est la démocratie qui est un danger pour la démocratie, tu vois. Parce que au final, tu te dis, ok, je vais offrir ce que veulent les gens, et à aucun moment tu ne t'intègres ou tu intègres une quelconque vision, une vision. Alors là, autre que je donne ce que tu veux sans te dire, bon, est-ce que tu vois, est-ce qu'à un moment, si je te nourris que de Kinder Bueno, ça va pas poser un problème à ton foie, tu vois, ou à ton pancréas. Alors là, je vais sortir un gros mot, Kevin, c'est pour toi. C'est ce qu'on appelle en philosophie l'ontophanie. Ouais. C'est-à-dire, en gros, à mon sens, le public veut ça parce qu'on lui a donné ça. C'est-à-dire, en fait, ça dépend de comment tu as les choses qui t'entourent. Je vois par exemple cette table, tu es une table rectangulaire, on est à une distance avec Kevin et toi, et ça induit nos gestes, ça induit notre façon d'échanger. Si c'était une table ronde comme les chevaliers, tout le monde a équidistance. Bah là, c'est la même chose. Tu as une application aujourd'hui qui te limite à 15 secondes, 30 secondes. Nécessairement, tu habitues ton public à ces 15-30 secondes, et donc sur le long terme, tu finis par avoir des contenus peut-être moins travaillés, etc. Et ne plus faire la distinction entre le contenu qui a mis 6 mois et celui qui a mis 1 mois. Mais ton exemple est excellent parce que tu vois, le roi Arthur a fait le choix de la table ronde pour que tout le monde, pour qu'il n'y ait pas de. Mais donc à un certain moment, on peut intégrer pour le bien-être. Après, tu fais ce que tu veux, ou le bien-être, ou d'ailleurs pas du tout le bien-être, ou pour le contrôle de la société, quelque chose qui fait qu'on va changer. Comment dirais-je, peut-être la version la plus facile dans la fabrication de quelque chose, etc. Et la question, c'est qui arrive aujourd'hui. Attention. Ah, mais je le dis, après, tu vois, regarde, TikTok. Ils sont dérivés aussi. J'ai peur. TikTok fait. Par exemple, là, j'ai vu qu'ils viennent hier, je crois, où ils m'ont autorisé à faire des vidéos de 10 minutes, par exemple. Oui. Du coup, tu vois, ça. Peut-être qu'ils se disent, ok. Bah maintenant 10 minutes, en vrai moi 10 minutes je me dis ok, on peut commencer à avoir des clips plus intéressants. Après la question c'est, va-t-on t'en proposer autant, et même moi vais-je vraiment regarder un truc de 10 minutes parce que ça y est maintenant j'ai été niqué par le... Oui, toi ça y est. Par le truc, c'est bon. Mais ouais c'est intéressant et... moi j'y ai vu, enfin j'étais entre guillemets content de voir qu'il y avait cette extension à 10 minutes. Ouais. Après je me demande la réalité des choses, est-ce qu'effectivement les gens vont faire des vidéos de 10 minutes? Mais c'est intéressant à suivre. Après, là encore, tu parlais de contraintes, que le message était contraint par la façon dont te permettait de le faire, si j'ai bien compris. Ton histoire d'épiphanie là. Et, mais en fait, là c'est pareil, sur TikTok tu as des choix contraints. Par exemple la vue en portrait, c'est assez nouveau. Oui, bah, oui, c'est assez nouveau, ça change totalement le modèle du truc. Vidéo YouTube, tu les vois d'ailleurs, les vidéos YouTube transposées pour TikTok, t'as une espèce de zoom sur le mec comme ça. Ouais. T'as des bandes noires sur les côtés. C'est un peu flou et pas tout, la même résolution, etc. Oui. Et moi maintenant, par exemple, tu vois, si je fais des petits sketchs, je filme déjà en portrait. Ouais, voilà. Même si tu vois, parce que je veux absolument utiliser quand même mes appareils photo, tu vois, mais je le fais quand même en portrait. Mais en stand-up, je me dis, tu vois.
je me suis filmé en paysage, mais je me recoupe a posteriori parce que je me dis, sur YouTube, ce sera en format paysage aussi. Mais en fait, sur YouTube, maintenant, c'est passé, il y a des shorts. Ouais. Et donc, c'est aussi en portrait. Donc, tu te dis, bon, ok, qu'est-ce que... mais c'est intéressant parce que tu sais aussi pourquoi est-ce que le format paysage existe. Tu vois ce que je veux dire? Normalement, quand tu filmes, d'ailleurs, ça devrait être rond. L'endroit où tu reçois de la lumière, et puis si tu retraces le truc, on est passé de 1-1 en 4 tiers, en 16/9 en cinémascope, etc. Tu dis, c'est arbitraire aussi. Et là, pour le coup, ça peut aussi être totalement un truc de boomer, par contre. De se dire, genre, oui, c'est un changement. Ouais. Comme ça, pourquoi tu sors ça comme ça alors que ça me va très bien quand je suis dans mon canapé d'être comme ça et de regarder. Mais le lien qu'on peut y voir aussi, en étant plus optimiste, c'est la contrainte que ça t'apporte. Et la création, à mon sens, vient véritablement dans la contrainte. C'est vrai. Donc, si je te dis, tu pourras filmer qu'en portrait, mais tu vas me faire un travelling. Ouais. Bon, déjà, tu te dis, alors, bon, je vais faire, machin et tout. Ouais. Et c'est je vais changer le sens de mon intéressant. travelling, je vais peut-être. Ouais. Et d'ailleurs, tu vois des enchaînements. Notamment, il y a une vidéo là de promotion qui a été faite pour le procès TikTok par les TikTokers. Alors, elle est assez simple la vidéo, mais je trouve que les transitions fonctionnent super bien. J'ai regardé plusieurs fois. Donc tu sais, ça danse, en fait, il y a une musique, c'est Lady Gaga téléphone. Ouais. Ça marche dans le couloir en direction de la caméra. Ouais. Après, ça fait balaye avec le bras. Et en fait, la transition, la caméra se lève et après revient sur quelqu'un. Et je sais pas si... Moi, j'étais pas là. Toi, t'étais peut-être là quand ils l'ont filmé. J'ai l'impression que c'est simple et c'est efficace, tu vois. Ouais, bien sûr. Et tout ça en portrait. Mais c'est vrai que ça fait très boomer déjà de parler de portrait, paysage, tout ça. Mais bon, bref. Non, mais c'est important, tu sais. En vrai, le format, on en parle dans notre podcast de ciné avec des potes, fin de séance, abonnez-vous. Mais justement, on en parle rarement alors que c'est un sujet. C'est littéralement la façon dont on te présente l'art. Donc oui, tu as envie de dire, c'est différent si justement je suis dans une salle de 40 places et qu'il y a une scène de 2 mètres carrés versus autre chose, quoi. Mais pareil, sur YouTube, entre YouTube et le cinéma, classiquement, tu as la letterbox, c'est-à-dire que tu as les bandes noires en haut et en bas. Sur YouTube, elles n'y sont pas. Et tout ça, tu vois, quand tu fais un peu de montage et que tu rajoutes les bandes noires, déjà c'est autre chose, tu vois. Après, voilà, tu vois, en fait c'est intéressant parce que tu vois, toutes ces petites transitions, ces trucs comme ça existe depuis Georges Méliès, tu vois. Bien sûr. Ça existe depuis le début du cinéma. Et en fait, c'est juste ces petites choses-là qui parfois me font un poil peur, où j'ai l'impression que, tu sais, même nous, on redécouvre des choses. Et on fait genre, ah waouh, c'est ingénieux, alors qu'en fait, les gars, juste regardez des films depuis n'importe quand, et vous les avez, et du coup, pourquoi on n'est pas au niveau d'après de ces transitions, tu vois? Et c'est des petites choses comme ça où ça me fait peur, parce que je me dis, on se recongratule de refaire des trucs qu'il y avait dans les années 70. Et du coup... Tu fais, mais normalement, non, on aurait dû passer à autre chose depuis. Tu peux avoir après. Je sais pas. Hein. Ça peut être rare, mais tu peux avoir des petites pépites, entre guillemets. Moi, j'ai en tête le format de Paul Taylor sur Canal. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un mélange French-English. What the fuck France. Voilà. Et je sais pas si vous avez vu ce format, mais les transitions. Donc, c'est Paul Taylor, qui est un humoriste anglais, qui parle très bien français et qui te parle face caméra et qui fait un peu une analyse de la société française, donc c'est très drôle. Et toutes les transitions sont hyper léchées. Et c'est assez marrant parce que, par exemple, il va te parler de la littérature française et, je sais pas, il va te mettre un coup de bouquin dans la gueule, dans la caméra, et tu passes ailleurs, etc. Et ça, c'est fort, tu vois. Mais c'est hyper produit, c'est vachement de boulot. Il y a de la et thune après, et voilà, du truc, mais c'est comme tout, tu vois. Et à l'inverse, le post TikTok dont je parlais, c'est un bel effet à peu de prix. Oui, bien sûr. En fait. Puis après, pour revenir à ce que tu évoquais, c'est que tu oublies des choses parce que ça y est, c'est plus le moment, ces façons de faire ces transitions-là, c'est plus d'actualité, on a envie de changer, de briser les codes, et puis 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, on se redécouvre à ça et on se dit, mais finalement, c'était génial cette façon de faire. Et c'est la mode, quoi. On revient à ça. Oui, toujours le cycle de la mode, effectivement. Ouais. Mais après, attention, hein, c'est peut-être une peur totalement irrationnelle, mais c'est toujours ce truc de à quel point je vais
m'endormir et je vais me réveiller dans 10 ans et il va y avoir que Plus belle la vie au cinéma. Ouais. Tu vois, que des Plus belle la vie au cinéma et zéro Scorsese parce qu'il sera mort. Tu vois, et du coup, je vais faire what ? Qu'est-ce que je regarde si ce n'est les anciens films du coup ? Il y aura peut-être plus de cinéma. Ouais. Ça, c'est un vrai sujet aussi. Oui, avec le Covid aussi. Où tout le monde est resté à la maison, des Disney qui te dit, en fait, nous on sort tout en même temps sur Disney Plus et le ciné, etc. Et tu vois, regarde, ça c'est marrant parce que je pense que ça touche du doigt aussi le pourquoi on ferait un cinéma ou pourquoi on ferait pas un cinéma. Pour moi, c'est un rendez-vous populaire. Ouais. Un rendez-vous, mais physique populaire. C'est-à-dire vraiment, je suis à côté de toi et pendant 1h30, j'ai dit non au téléphone, etc. Et on va vivre la même expérience, les mêmes émotions, etc. Je trouve que c'est un choix de fédérer une partie de ton peuple sur des choses, tu vois. Et t'as pareil sur la télé. Oui, ce que j'allais dire. La télé, c'est le rendez-vous. Ouais. Le JT de 13h. C'était. Ouais. Alors, c'était... Oui, tu me diras, peut-être qu'il y a des choses comme les JT ou des choses comme morte. Ça. Moi, je continue. Tu la défends. Pas morte. Tu la ranimes. Je peux la défendre. Mais l'idée, c'était ça. C'était de dire, le dimanche à 20h, vous allez tous regarder Toy Story sur TF1. Ouais. Et demain, vous parlerez du fait d'avoir regardé Toy Story sur TF1. Ouais. Et on regarde tous dans la même direction, en fait, avec la télévision. Donc, alors, le rendez-vous n'est pas physique. Tu n'invites pas des gens à regarder la télé chez toi. Ouais. Moi, non. Mais contrairement au cinéma, on pourrait en vrai aussi. On pourrait. Mais tu le fais plus, ça. Oui, on le fait plus. T'avais ce moment de familial. C'est pour ça que je disais c'était à l'époque le vendredi soir ou le samedi soir, il y avait le film à la télé. Ouais. Maintenant avec Netflix ou Disney+, chacun dans sa chambre. Oui, voilà. Toi, tu l'auras regardé à 15h, moi je l'ai regardé. Et justement, tu vois, et ça, on te dit que ça n'est pas grave parce que c'est vrai que ça peut doper plus de ventes de choses, par exemple. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que on n'a pas à s'acheter quelque chose en commun si tout le monde l'a déjà de manière individuelle. Tu vois, et voilà. Et donc ça n'arrange personne, je crois. Si ce n'est juste quelqu'un qui voudrait une sorte de bien-être social, mais qui veut un bien-être social ? C'est clair, t'es fou. Mais oui, non mais tu vois, ça va pas. Qui aujourd'hui dit on va faire telle ou telle chose parce que d'ici 5 ans on sera plus cool entre nous, mais ça ne m'apporte pas d'argent ce que tu dis en fait. Trouve-moi un moyen de le monétiser. Exactement. On le fait. Si on trouve un moyen de monétiser, et en fait tu vois le bien-être c'est pas monétisable parce que à la limite le mal-être, moi je peux te vendre des antidépresseurs, des choses comme ça, mais le bien-être, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas faire une balade dans le parc avec tes amis, ça me rapporte pas d'argent moi. À part vendre des infusions, je vois pas ce que tu veux faire. Faut augmenter le prix des infusions. Comme ça que ce soit intéressant pour le lobby du thé. Ça passe par là, sachez-le. Ouais. Non mais c'est marrant, c'est vraiment des questions de génération en fait. Parce que là tu demandes à un des TikTokers et en même temps c'est ce qui m'a... J'ai eu l'occasion de les rencontrer dans le cadre de séances de coaching pour leur passage sur scène. Et en fait, je suis arrivé dans la pièce, j'ai dit bonjour Internet. Tu vois, non mais je me suis dit la blague immédiatement haï pour ça. Exactement. Non mais je me suis dit la blague elle vaut ce qu'elle vaut, mais on va la faire. Et bon, ça a pari de folie, mais en fait, c'est genre 25 ans après Norman et tout. C'est clair. Bonjour Internet. Et en fait après, dans la journée, j'ai vu que plusieurs personnes qui étaient complètement extérieures à TikTok interagissaient avec eux et leur disaient oui, vous dans votre monde, vous vous souvenez de la télévision, etc. Enfin, il y avait des vannes comme ça qui tournaient. Oui. Et jamais j'ai trouvé qu'ils se sentaient destinataires. C'est-à-dire nous, on les voit comme des gens qui évoluent dans un espèce de cloud. Ouais, d'accord. Tu vois, où tout le monde danse, fait des playbacks, etc. Nous, on les met dans cette catégorie, mais eux-mêmes, pour eux, c'est un truc d'évidence. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Quentin. Oui, très bien. Mais eux se résument pas à ça, alors que nous, oui. On leur dit, vous êtes Internet. Bien sûr. Et c'est assez amusant parce que t'en viens à leur parler comme si...
Enfin, moi au début, je me suis surpris à leur expliquer des trucs en me disant mais arrête, ils savent très bien. Et en fait, là, moi, je suis tombé dans un truc de pas de conflit de génération, mais de différence. Me dire comment j'aborde ça. Okay. Est-ce que je les traite vraiment comme une catégorie de gens qui appartient à cet internet-là? J'insiste avec le mot internet. J'ai pas dit web, hein. Mais attendez, c'est moi. Et en fait, eux-mêmes se voient en fait comme des jeunes qui créent des choses. Oui, mais tu vois, quelle était la vibe de leur réponse par rapport à ce que tu leur disais, dans le sens où est-ce que... L'indifférence. Non, mais pas loin. Mais est-ce que vraiment, pour le coup, tu vois, en fait, ma question, elle est quasi pratique. Genre, est-ce que vraiment, par exemple, ils regardent la télé aussi ou pas? C'est-à-dire, comme toi, tu leur apposes une culture que de TikTok, est-ce que peut-être vraiment, ils ne font que regarder des trucs sur leur téléphone? Ou est-ce que justement, ils regardent aussi de la télé ou pas? Parce que... Si c'est le premier cas, t'as raison en même temps, dans le sens où, bah oui, tu parles à des gens que tu n'as jamais rencontrés en fait. En fait, ils connaissent l'existence de tout ça. Non, mais ils connaissent l'existence et la pratiquer, c'est différent. Est-ce qu'on est vraiment en train de se demander si TikTokers connaissent l'existence de la télévision? mais mec, moi j'ai pas regardé la télé depuis plus de 10 ans. Mais vraiment, sans ça, je veux dire, j'ai regardé ma télé, j'ai regardé mes séries, mes films, mais j'ai pas regardé la télé. Vraiment, j'ai plus de câble TNT depuis vraiment plus de 10 ans. Tu payes quand même les impôts? Parce qu'on est obligé, dès que t'as une télé, on est obligé de payer la télé. Non, moi je regarde plus la télé, mais je la regarde à travers le YouTube, par exemple. Voilà. Tu l'as par ça, mais je suis d'accord, j'ai ressenti la même chose. Enfin, moi j'avais pas d'a priori particulier puisque j'avais pas TikTok avant de lancer le procès, et du coup je les connaissais pas forcément. Alors il y en a un ou deux que j'avais déjà vu parce qu'ils sont aussi sur YouTube, mais sinon à part ça, je les connaissais pas. Donc y allant sans a priori, en fait tu découvres il n'y a pas un groupe homogène de personnes sur TikTok. Exactement. En fait, c'est-à-dire que tu avais celui qui était peut-être le plus proche de ce que les plus vieux pensaient, c'est-à-dire ils sont que sur leur téléphone et Hardisson, ça ne dit rien. Et puis tu as ceux qui, d'ailleurs, il y en a quelques-uns qu'on prenne nos âges. Et qui ont du coup la même culture, c'est juste que eux font en plus ces vidéos sur TikTok. Là, nous, on a soit raté le coche, soit on n'a pas voulu prendre le coche. En tout cas, on n'y est pas. Mais en fait, je pense que la vraie différence, on a du coup un peu touché du doigt, c'est le fait que ce soit un rendez-vous social. C'est pas tant un problème de génération, c'est un problème transgénérationnel. C'est-à-dire, il y avait des choses que je faisais avec mes parents, des choses culturelles. C'est pas forcément des choses que... Enfin, maintenant, existe-t-il des choses que les gens font avec leurs parents? Moi, je vais au bowling tous les mardis avec mon père. Voilà. Mais justement, parce que tu as créé... Parce que je suis abonné. Parce que déjà, que tu as une part majoritaire. Voilà. La piste 1 à 3 est à moi. Et qu'on t'appelle Jesus. Mais c'est bête, mais parce que tu as créé du temps où il y avait des choses transgénérationnelles, tu as créé une relation avec tes parents. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut créer une relation avec ses enfants ou ses parents quand il reste pas grand chose de passif, tu vois, parce que regarde, allez, je vous emmène au cinéma, on va au cinéma. Ok, déjà il faut avoir de la thune, c'est pas tout le temps que tu peux aller au cinéma, etc. Tu sais, on se met devant la télé, pourquoi? C'est-à-dire même toi, peut-être t'es sur ton iPad, ton gosse il est sur ton téléphone, ça marche, chacun se fait plaisir avec son propre truc. C'est-à-dire, en termes de passivité, il y a quoi qui peut te réunir? C'est toujours, il faut du coup maintenant être actif dans vouloir créer une relation entre les générations, alors que en vivant ta vie jusqu'à il y a, on va dire, 15 ans, tu pouvais vivre des choses similaires en fait. Oui, parce que en fait, t'avais le lieu. Je me rappelle, à l'époque, tu avais un seul ordinateur dans toute la maison. Donc, si tu voulais être à l'ordinateur, on était 4 derrière. Si tu voulais jouer, et puis on tournait parce qu'il y en avait qu'un. Tu de regarder le porno avec ton père. C'était une organisation. Ça, je pas là, papa. Regarde, c'est grisé, tu l'as déjà vu. Et voilà, tu avais ces lieux-là. Tu avais la télé. Maintenant, effectivement, tout s'est multiplié. Donc, en fait, chacun peut le faire à son endroit et à son lieu. C'est ça qui a, je trouve, empêché. Mais c'est vrai. Moi, j'ai plus trop de ces moments-là passifs. Après, il y a aussi l'âge. C'est-à-dire que ces moments que tu évoquais avec tes parents, jusqu'à quel âge tu faisais Est-ce que c'était pas quand tu étais plus jeune? Est-ce que tu arrivais à durer? Mais justement, tu vois, tu le fais plus jeune et
et ça te crée quelque chose. Oui. Ça te crée un rendez-vous. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire même si tu le fais moins, parce que forcément après adolescence, etc., tu t'éloignes. Mais bon, allez, tu sais, comment on faisait avant, tu sais, le film du mardi soir sur France 2, ok, une fois toutes les 2 semaines cette fois-ci, une fois toutes les 3 semaines, mais une fois quand même. Donc ouais, peut-être que tu vois, c'est ça aussi le fameux truc dont je parlais tout à l'heure, ne pas balayer le c'était mieux avant trop vite, parce qu'il y a des choses qui vraiment dans les faits changent beaucoup le tissu social, quoi. Enfin, familial déjà, avant même social, quoi, mais ouais, non, c'est clair. À voir, quoi. Je sais pas si peut-être on regardera des ouais, je sais pas. Ou peut-être que bientôt, tu sais, on va te demander de mettre ta télé en format portrait et tout le monde va regarder des TikTok. Mais c'est vrai, mais ça participe de tout cet imaginaire. Par exemple, ce qu'on appelle les stars, les célébrités, les idoles, etc. Tu vois qu'il y en a de moins en moins. Parce que il y a beaucoup plus de gens qui font des choses. Alors, je sais, en fait, là, je me suis lancé un peu rapidement, mais moi, le constat que je fais, c'est qu'il y a moins de stars, tu vois, des Belmondo, etc. On a éventuellement Leonardo DiCaprio, etc. Mais ça, une société, elle se construit notamment avec ça. Bien sûr. Des espèces de modèles communs. Oui, maintenant, c'est des stars de niche. Oui, de niche ou alors très, très éphémère. Oui. Combien de personnes vous avez déjà vu sur les réseaux sociaux où il y avait genre 3 millions de followers et t'es là, t'as jamais entendu parler de la personne. Alors moi j'ai eu un exemple récent d'une collègue qui était comme une folle parce qu'elle allait au concert d'un artiste qui s'appelle Maluma. Ah, Maluma, ouais, ok. Alors là, t'es en train de niquer ma démonstration. Ah bah c'est comme ça. Hein. Après ça dépend de la musique. Le pire c'est un truc qu'Areski connaissent aussi. Mais alors Maluma, c'est un artiste colombien qui fait du reggaeton. Ouais. Quentin, reggaeton un peu. Pas tout de suite. Okay. Extrait. Et en fait, ce mec a 60 millions d'abonnés sur Instagram. Okay. Ouais, ok. Et je n'en ai jamais entendu parler. Et je pense être quelqu'un qui s'intéresse un minimum à ce qui se passe dans le monde d'Instagram. Mais il a rempli l'accord Hotel Arena. Oui. Comme disaient les jeunes. Nous, on aurait dit merci. Merci. Ouais. Non mais oui, bah justement, ouais, c'est ça. C'est intéressant. C'est des niches, mais en fait, tu as ce que tu veux avoir, mais tu perçois même pas ce qui peut être adjacent. Il y a pas Tom Cruise comme il y a pas ça peut te passer à côté complètement. L'analyse que j'en fais, pourquoi il y a moins de stars. Alors oui, il y a plus de monde, c'est vrai, mais tu as quand même t'as des seuils quand même, t'as quand même des superstars entre guillemets en termes de nombre d'abonnés, etc. Si on comptait en nombre d'abonnés, mais déjà voilà. Ce qu'il y a, c'est la proximité. À mon sens, ce qui fait qu'il y a moins de stars, c'est la proximité. C'est-à-dire que si je suis sur Instagram et que je suis si on faisait de l'anachronisme, je sais pas, je suivais Belmondo sur Instagram. En fait, le fait de connaître sa vie du jour le jour, en fait, ça t'enlève cette part de mystère, cette part d'extraordinaire où tu te dis, mais ce mec-là, il doit avoir une vie extraordinaire. Et quand je vois, je cite pas d'artistes, j'ai pas d'artistes en exemple, mais tu vois trop les coulisses, ça enlève le glamour. Ouais, complètement. Et puis, mais t'es déçu, quoi. Oui, peut-être. Non, mais après, au-delà de ça, c'est, tu sais, le nombre fini de stars où ça touche toute la France, quoi. Et tu peux pas aujourd'hui, il y a peut-être que les plus grosses stars sont des stars de télé-réalité, mais si tu regardes pas les télé-réalités, t'es ailleurs en fait. Oui, bien sûr. Et du coup, tu vois, est-ce qu'il y a pas, effectivement, il y a peut-être un rôle de rôle modèle justement où en gros ça peut cristalliser. Par exemple tes valeurs ou ta morale ou un truc comme ça, tu vois, par exemple Jacques Brel, bim, tu vois, il dit des trucs et en fait tu sois d'accord ou pas d'accord, mais au moins il y a un discours que tout le monde a écouté et tout le monde peut se positionner plus ou moins dessus, etc. Et là maintenant en fait c'est juste non, en fait moi je peux choisir ma star. Pourquoi je parlerais de Jacques Brel alors que je peux choisir le gars qui pense exactement comme moi. C'est la pluralité. En fait c'est que à l'époque, c'est ce qu'on disait, t'avais la télé, t'avais 6 chaînes, donc en fait t'as la star qui est mise, c'est celle que tu vois à la télé, tu peux pas la découvrir ailleurs. Maintenant il y a la star que tu peux connaître sur TikTok, il y a la star que tu peux connaître sur Insta, il y a la star que tu connais sur W9 si tu parles de la télé-réalité, et toi t'es sur une autre chaîne. Si je suis sur TF1 quand t'es sur W9, on n'aura pas les mêmes stars. Et pour parler de la télé, aux États-Unis, ils ont ce phénomène de late night show, où en fait, quand tu regardes tous les soirs, tu as une méga star. Et c'est un format qui n'a jamais réussi à s'implanter en France, parce qu'on n'a pas assez de stars en fait. C'est-à-dire que tu vas inviter le lundi Gad Elmaleh,
Le mardi, tu vas inviter Jean Dujardin. Ouais, genre le vendredi, t'es obligé de mercredi. réinviter Gad Elmaleh. Et vendredi, t'es fini, quoi, tu vois. Tu dis, bon, ben c'est bon, les gars. Et c'est un vrai sujet. C'est pas du tout la même philosophie. Et donc, la conséquence, c'est sur les rôles modèles. Que Cela dit, tu vois, c'est vrai que j'avais jamais pensé, mais c'est vrai qu'au moins, il y a un rendez-vous national aux États-Unis pour te dire qui sont les stars. Mais certains sont très tard en plus. Oui, certains sont à 23h30. Mais c'est vrai qu'on a. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, dans mon TikTok, Instagram, etc., aux États-Unis, ils continuent à avoir ça. Donc c'est quand même, il y a quand même un truc où tu peux dire, écoutez, moi, je sais pas, je suis bûcheron dans l'Alberta ou quoi. Tu vois, et en fait, si je regarde, je vais savoir que aujourd'hui, aujourd'hui, c'est Zendaya qu'il faut. Ok. Mais c'est vrai qu'en France, il y a pas trop ça, je crois. Non, il y a eu des tentatives. Avant, tu sais, avant il y avait ça, comme Jean-Pierre Foucault, tu vois, il y avait Vivement Dimanche. Il y avait enfin Vivement Dimanche, c'est chiant. Mais ce que je veux dire, c'est que non, mais à l'époque, il y avait du prime time. Oui, c'est ça. Avec des vrais, les vrais artistes de l'époque qui quand même passaient, faisaient des sketchs ou alors l'invité. Moi, je suis assez nostalgique de ça. Je me souviens des samedis soirs ou des vendredis. Oui, parce que en fait, c'était un rendez-vous pour te dire, la France, c'est ça que vous devriez regarder. C'est intéressant en fait. Enfin, même si c'est pas ça à la base, parce que l'intention, l'intention du truc. Mais oui, mais c'est à dire que c'est comment dire, une intention collatérale de vouloir célébrer la culture française. Tu vois, célébrer. Quand je dis la culture, c'est-à-dire vraiment l'art et la culture française. On dit voilà, aujourd'hui on a Eli Kaku et Danny Boone en sketch, mais l'invité c'est j'en sais rien. J'allais dire Guillaume Canet, mais il avait 12 ans à l'époque. Bon, mais tu vois, fais ton menu. Vois, mais justement, il y a un menu. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui dit voilà, moi, ça, c'est mon menu de la France d'aujourd'hui et je vous le donne. Et on a arrêté ça en France. On le fait plus. Ce qui est bizarre, hein, parce que ça a marché, j'ai l'impression. Et à quel moment on s'est dit, genre, c'est quoi ? On va arrêter de choisir le truc, tu vois. Mais c'est un peu ce qu'essaye de faire Arthur avec Vendredi tout est permis, un peu, non ? C'est après, c'est vrai que oui. Non, mais t'as raison. C'est vrai que ça existe techniquement encore, même si c'est très. T'as des récurrents. T'en as, c'est toujours les mêmes. Donc, mais oui, c'est un peu la logique et c'est un rendez-vous. Même si c'est très, comment dirais-je, enfin bon, c'est un truc à concept, etc. Mais à voir si la télé française pourra apprendre à faire des choix, peut-être, pour redonner des rendez-vous aux familles. Il y a une vraie question sur l'avenir de la télé. Parce que n'oublions pas que TikTok en Chine est interdit aux moins de 14 ans, passé 40 minutes, et interdit entre 22h et 6h du matin. Donc en vrai, passé 22h, t'es obligé de parler à tes parents, quoi. Ça fait une fenêtre assez réduite. Mais voilà. On récapitule peut-être un petit peu de promo. On repart sur le procès TikTok, donc le 21 mars au Théâtre Mogador à 20h 20h30. 20h30. De toute façon, je mettrai tous les liens dans la description pour réserver des billets, etc. Vos Instagram, je les ai mis dès le début, hein, je suis désolé, donc les gens vont. C'est lâché. Voilà, c'est lâché. C'est lâché. C'est lâché. Est-ce que vous voulez faire de la promo pour autre chose ? Je sais pas, hein, c'est le moment. Ou remettre une dernière couche sur le procès TikTok, ou c'est comme vous voulez. Non, moi je peux mettre une couche sur le procès TikTok qui à nouveau est un spectacle, je pense, inédit et très produit. J'insiste sur ça parce que la première idée qu'on peut avoir d'un procès fictif, comme il y a pu en avoir par le passé, c'est de se dire ça va être une succession de discours qui peuvent être très bien par ailleurs. Mais là, vous allez en plus avoir un spectacle. Et certaines prises de parole, même si ce sont qualifiées de discours, vont s'inscrire plutôt dans une démarche spectacle. C'est-à-dire que la scène va être exploitée, éventuellement l'orchestre. Il y aura des prises de parole très originales. Donc très divertissant au final. Très divertissant, complètement. Oui, c'était tout l'enjeu aussi qu'on avait, c'est de se dire, mais par le rire, par le divertissement, on peut instruire. Discourir de TikTok ou des réseaux sociaux, c'est pas juste 4 pélos derrière un pupitre qui font quelques jeux de mots pour s'amuser, mais derrière, c'est aussi des sketchs, aussi de l'art. Et ce qu'il y a aussi des idées dans ce procès-là, c'est que d'habitude,
quand il y a un de ces types de procès-là, il n'y a jamais les principaux concernés, entre guillemets. C'est le procès de l'altérité. Alors que là, Jean-Charles TikTok sera là. Pardon. Non, mais quand tu fais un procès, il y a pas mal de procès qui ont été faits. C'est des orateurs qui parlent d'un sujet, qui parlent d'un objet intellectuel, mais qui ne maîtrisent pas forcément, ou dont ils ne sont pas l'objet eux-mêmes. Or, là, on a des créateurs de contenu qui viennent aussi présenter, et d'ailleurs, ils ne sont pas tous à la défense de TikTok, malgré ce qu'on pourrait penser en disant, mais ce sont des créateurs, ils vont forcément défendre TikTok. Bah non, pas tous. On aura l'occasion de leur cracher au visage. Ça, c'est drôle, ça, pour le coup. Ouais. Vous captez le truc, ce sera filmé ou pas? Oui, il y aura une captation, il n'y aura rien en direct. Par contre, on reprendra des morceaux pour pouvoir rediffuser des parties du spectacle. Des parties, ok, cool. Bon, bah écoutez, vous savez quoi faire. Prenez vos billets pour le procès TikTok. Et ben merci à tous les deux. Hein. C'était très cool. J'adore. On a rarement des discussions quasi philosophiques au final, et donc c'était intéressant. Merci à tous. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, 5 étoiles sur le podcast, sur Apple Podcast. Abonnez-vous, parlez-en à vos amis, partagez sur vos réseaux sociaux. Et à la semaine prochaine. Bisous.